Bonjour mesdames et messieurs, je suis très heureux, j'espère que vous comprenez suffisamment le français. Je vais essayer, je parlerai lentement, et je vais essayer de vous présenter un certain nombre de points que je développerai plus particulièrement sur la relation entre la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim et la transition énergétique en France d'une part, mais aussi dans les pays environnants. Je vais faire une brève introduction sur le contexte en particulier et je développerai les risques, précisément, les risques et le problème de sûreté nucléaire à Fessenheim, avec un certain nombre de points très importants, dont certains que je développerai plus particulièrement. En troisième point, je regarderai les enjeux qui sont liés à la fermeture de la centrale nucléaire de Fessenheim, pas seulement pour la région d'Alsace, bien sûr, mais aussi pour notre pays, trois frontières, et pas seulement, mais aussi pour l'Europe et encore plus loin éventuellement. Et je développerai aussi particulièrement l'après Fessenheim, puisque de toute façon Fessenheim aura une fin le plus tôt possible. Que faisons-nous après? Donc, ce sont des questions que je souhaite aborder. Alors, très brièvement, je suis professeur, effectivement, agrégé chef supérieur de physique-chimie. Je suis docteur en énergétique et je suis chercheur à l'Institut Femto-ST, qui est le plus gros institut français de recherche, qui se situe en Franche-Comté. Moi, je suis dans le département énergie. Et c'est le plus gros laboratoire de sciences industrielles de France. Je m'occupe plus particulièrement des recherches sur l'effet magnétocalorique et les machines futures magnétocaloriques qui permettront de supprimer les gaz à effet de serre dans tout ce qui est réfrigérateur, pompe à chaleur, etc. J'ai beaucoup travaillé également sur l'énergie solaire, en développant en particulier le plancher solaire direct mixte. Et j'ai beaucoup travaillé également sur la turbulence et la transition turbulente dans les couches de convection naturelle portées à haute température. Et je travaille maintenant en particulier sur les politiques de transition énergétique dans les pays européens, particulièrement évidemment la France, mais aussi d'autres pays comme le Danemark. Le contexte de la fermeture de Fessenheim n'est qu'un élément d'un contexte très très bouleversé au niveau international. Les points essentiels, évidemment, ce qui me concerne, c'est le réchauffement climatique, le premier enjeu de la planète, et qui s'adresse aussi à nos pays, c'est le combat contre le changement climatique. Il y a une forte tension aussi internationale sur les ressources fossiles. Une explosion des gaz de schiste qui a entraîné la baisse forte du prix du charbon, qui a eu des conséquences très importantes pour l'Allemagne, comme vous le savez, puisque les centrales à gaz performantes ont été arrêtées au profit des centrales à lignite. Les catastrophes nucléaires, évidemment, ont marqué le monde. Et les trois plus grandes, il y en a eu d'autres, mais les trois plus grandes, donc Three Mile Island, Tchernobyl et Fukushima en particulier, et ont entraîné, comme vous le savez, une sortie programmée de plusieurs pays européens et aussi asiatiques. La Corée du Sud s'est ajoutée récemment, du nucléaire, on en reparlera. Autre contexte très important, c'est le problème des coûts, et très élevés, et des incertitudes qui sont liées à l'industrie nucléaire. Nous, en particulier en France, qui dépendons fortement de l'énergie nucléaire pour la production électrique, nous sommes évidemment très soumis à ce genre de coûts, sans parler des problèmes de vieillissement que je vais évoquer, des déchets, des démantèlements, des risques terroristes également et de la prolifération. On a en Europe une forte dépendance également énergétique et qu'il faut le plus rapidement lever vis-à-vis donc du pétrole, enfin des énergies fossiles en général et fissiles également. Le marché du carbone que l'Europe avait mis en place est un fiasco. La tonne de CO2 sur le marché ne vaut plus grand-chose, donc n'est pas du tout incitative
à la lutte contre le réchauffement climatique. Et le roadmap 2030 et 2050 de l'Europe n'est pas extrêmement ambitieux, il est loin de ce qu'il devrait être pour que nous puissions en Europe aller à marche forcée mais intelligente et programmée vers une économie fortement décarbonée. À côté de cela, le contexte aussi est extrêmement favorable mondialement, pas seulement en Europe, aux énergies renouvelables, tout simplement parce que ce sont des énergies qui maintenant ont fait la preuve qu'elles sont fiables, non seulement techniquement mais aussi économiquement. Cela nous a conduit en Europe à un certain nombre de lois de transition énergétique très importantes pour certains pays. Pour l'Allemagne, c'est l'Energiewende qui va conduire l'Allemagne à sortir du nucléaire d'ici 2022 et à réduire fortement ses émissions de gaz à effet de serre et sa dépendance aux énergies fossiles. Le Danemark, avec son Energiaaftel, est très très en avant. Je pense que c'est un des pays aussi les plus avancés et les plus efficaces en matière de transition énergétique. Et c'est un pays qui a renoncé au nucléaire déjà dès 1985 de manière démocratique. C'est un pays qui vise le 100% renouvelable de tout le pays, que ce soit en termes de production et de consommation, d'ici 2050. Et il est sur une voie tout à fait qui correspond à cette programmation. La France, elle, a élaboré une loi en 2015 sur la transition énergétique et pour la croissance verte, qui est très ambitieuse pour certains points, pas trop sur d'autres, mais bon, qui a la vertu de penser et d'essayer d'encourager la diminution de la consommation d'énergie. Avec, bizarrement, le problème nucléaire un petit peu, disons, minimisé, puisqu'on a juste un objectif de production maximale d'électricité nucléaire qui est plafonné à 63,2 gigawatts comme une sorte de dôme suspendu sur la France. Avec aussi une part du nucléaire, si possible, réduite à 50%. Alors c'était en 2025 dans la loi, mais comme vous le savez, l'inertie et l'hésitation des politiques fait qu'on retarde maintenant de plus en plus ce seuil, et surtout la mise en œuvre de ce seuil. Et il y a donc actuellement des politiques pluriannuelles de l'énergie, les PPE, qui sont en cours, en discussion, mais le nucléaire est exclu de ces PPE, ce qui évidemment pose un gros problème de cohérence. Pour la Suisse, la loi de l'énergie vient de sortir, donc elle est en application depuis le début de l'année, avec des objectifs tout à fait importants également, particulièrement dans le renouvelable, et une sortie nucléaire possible vers 2050, puisque une nouvelle centrale sera construite et qu'il y aura un arrêt progressif des réacteurs sur raison de sécurité uniquement. Donc, cela pose évidemment des questions, peut-être, sur l'effectivité de cette sortie du nucléaire pour 2050. Revenons maintenant à Fessenheim, et en particulier, donc, très rapidement, les points historiques que je ne vais pas trop développer, mais simplement, vous savez que depuis la visite décennale numéro 3, donc pour les 30 ans de Fessenheim, donc pour autoriser le fonctionnement pour 10 ans supplémentaires, elles ont eu lieu donc en 2009 et 2010 pour Fessenheim 1, premier réacteur, et en 2011-2012 pour Fessenheim 2. La première avait commencé avant Fukushima et la deuxième s'est déroulée après Fukushima, et cela a entraîné de fortes différences dans l'approche de cette visite décennale. La première, donc, avait conclu à la nécessité de renforcer le radier, c'est-à-dire la base béton très faible de 1,50 m sous Fessenheim, c'est-à-dire au-dessus de la nappe phréatique, donc très risqué, et de mettre en place des dispositifs d'évacuation de la puissance en cas de perte de refroidissement. Voilà.
en particulier modification de la prévention du risque de vidange aussi de la piscine, qui était des piscines bâtiments combustibles qui n'étaient pas prévues jusqu'à présent, et des mesures de protection appropriées, on en reparlera en cas de séisme. La deuxième visite donc, pour Fessenheim 2 reprend ces dispositifs, mais demande aussi le remplacement des générateurs de vapeur. Je vais en parler abondamment tout à l'heure, puisque c'est un problème qui nous concerne directement maintenant. Avant 2012, et a découvert des fissures évolutives sur les viroles B1 et C1 de la cuve de Fessenheim 2. Et donc la nécessité d'un contrôle rigoureux de la tenue de la cuve sous fluence, c'est-à-dire sous bombardement neutronique. On en reparlera tout de suite après. La SN a recommandé un relèvement de 10 degrés, donc ce que nous appellerons donc la température de transition ductile fragile des viroles de cuve, et de 3 degrés pour celle des soudures, on en reparlera aussi. L'obligation de maintenir l'eau du circuit d'injection de sécurité à au moins 20 degrés. Donc ça c'est aussi nouveau, parce que les aciers vieillissants, on en reparlera aussi, commencent à poser problème justement en cas de refroidissement de pression. Recommandait éventuellement la mise à l'étude de l'arrêt automatique en cas de séisme. Pour l'instant, non fait. Voilà. En première conclusion, on s'aperçoit que, en fait, Fessenheim, comme la plupart des autres centrales nucléaires PWR en France, ont fonctionné en fait hors norme, comme on le sait tous, depuis le début, et particulièrement Fessenheim, depuis 1977. En mode de sécurité dégradée, on pourrait dire, et surtout, mais on le savait déjà, mais là c'est carrément officiel, c'est l'accident majeur qui est survenu à Fukushima n'était absolument pas envisagé en France. Donc cela a changé le ton à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'a changé la loi de transition énergétique pour la croissance verte à propos du nucléaire? Alors il y avait l'accord de François Hollande avec les Verts qui avait conduit donc à ce plafonnement de 63,2 gigawatts, mais c'est un plafonnement, il n'est écrit nulle part que c'est un minimum. Actuellement, l'interprétation et la politique d'EDF c'est de considérer ça comme un minimum, et le problème c'est que pour l'arrêt, le décret de 2017 qui a été élaboré pour la fermeture de Fessenheim se réfère à ce plafonnement et conditionne l'arrêt de Fessenheim au démarrage de l'EPR de Flamanville, dont on sait très bien que, vu les déboires qu'il rencontre chaque année à propos des ségrégations carbone dans la cuve et le couvercle, ou à propos des soudures défectueuses qu'il va falloir refaire, cela pose un problème pour nous, pour vous aussi, pour nous tous, sur ce conditionnement qui n'est pas obligatoire en fait. Hein. C'est une sorte de défection des élus de la République et de nos gouvernants face à EDF, à laquelle ils ont lâché la bride et à laquelle ils confient un petit peu les clés de la gouvernance énergétique. Et cela, à mon avis, doit être combattu parce qu'il n'y a strictement aucune raison, ni par la loi, ni par des questions énergétiques, de maintenir en fonctionnement le réacteur nucléaire, les 2 réacteurs nucléaires de Fessenheim, en attendant l'hypothétique démarrage de l'EPR Flamanville. Il n'y a strictement aucune raison. Ce n'est que politique. Et ce n'est que une politique de d'EDF, mais pas l'intérêt national, ni l'intérêt, évidemment, de nos 3 pays. Voilà. Donc ça, c'est un dogme qu'il faut combattre fortement, et moi, de mon côté, je m'y emploie. Rentrons maintenant dans les problèmes de risque, puisque Fessenheim continue de tourner bon an, mal an. Quels sont les risques que nous encourons si on persiste à vouloir la maintenir en fonctionnement? Premier risque, c'est le vieillissement et la fatigue des matériaux sous contrainte. Ça, c'est très documenté, mesuré. On a un problème dû au bombardement neutronique permanent des aciers qui fait que le déplacement des atomes sous l'effet des chocs neutroniques
modifie considérablement la structure cristalline et donc la dureté des aciers, les rend plus durs d'une part, mais les rend également plus fragiles puisqu'il fait diminuer la ténacité lorsqu'il y a une transition froide, brusque par exemple, et sous pression, ce qui rend l'acier plus fragile. La conséquence sur la courbe du dessus, c'est que la température de transition du type fragile en bleu pour un acier non irradié se décale vers la droite, vers les températures plus élevées, sous l'effet des bombardements, avec la fluence, donc le nombre de neutrons par centimètre carré reçus au cours de la vie de l'acier, et en même temps abaisse le seuil de palier. Et donc, de ce fait, il y a une fragilisation des aciers, c'est-à-dire que leur tenue mécanique, en cas de refroidissement brusque sous pression, peut rendre l'acier cassant. Particulièrement dans certaines zones où il y a des ségrégations, alors des veines sombres en particulier que l'on connaît depuis la formation de l'acier des centrales nucléaires, en particulier donc l'acier 16MnD5 qui est utilisé, un acier faiblement allié qui est utilisé pour les cuves, en forte teneur de cuivre, de manganèse et de phosphore. Cet acier présente, de par sa constitution, des veines sombres, plus concentrées en ces minéraux, et qui sont plus sensibles au bombardement neutronique, plus fragiles. Et les débuts de fissuration peuvent avoir lieu à ces endroits-là. On peut regarder donc l'évolution, comme vous le voyez sur le graphe mesuré en bas, de la transition ductile fragile pour l'acier identique à celui-là. Vous le voyez très très nettement. Et ceci conduit à des augmentations de température ductile fragile de l'ordre de 80 degrés, voire davantage à certains endroits de la cuve et des différents boulons qui sont près du cœur. Donc on a un risque de rupture absolument non négligeable de l'acier en cas de refroidissement brusque sous pression. Par exemple, quand il faut arrêter d'urgence le réacteur. C'est pour ça qu'il y a cette consigne de maintenir la température d'arrêt d'urgence, de l'eau de secours, si vous voulez, à au moins 20 degrés. Mais ceci va devoir augmenter encore. Alors, le problème, c'est que l'affluence de Fessenheim, enregistrée sur les aciers, s'approche maintenant des fluences maximales envisagées, qui sont de l'ordre de 7, 10 puissance 19 neutrons par centimètre carré. Et donc, on commence réellement à rentrer dans la zone dangereuse. Ceci d'autant plus qu'il y a une fragilisation au séisme supplémentaire. Les fatigues thermiques accrues en cas de modulation de puissance de la centrale. Et donc, ce risque n'est plus négligeable aujourd'hui. Les données scientifiques internationales, que j'épluche régulièrement, montrent qu'effectivement, il y a beaucoup d'incertitudes concernant la tenue sous irradiation neutronique des aciers, particulièrement des aciers faiblement alliés comme celui-ci. Et il y a actuellement en Europe une sorte de benchmarking qui s'appelle Perform 60 sur la prédiction des effets des radiations sur la tenue donc, des réacteurs et des cuves et la modélisation de ces phénomènes dans la perspective du prolongement de la vie à 60 ans des réacteurs. C'est des chercheurs à l'échelle européenne qui travaillent dans le nucléaire, qui bossent là-dessus. Donc je vous ai mis quelques extraits. En rouge, j'ai souligné les phrases qui me semblent intéressantes en conclusion. The empirical dose damage relationships cannot be extrapolated to predict the behavior of the material if the design time life of the reactors, normally 40 years, is to be extended. Donc ça c'est une première conclusion. Et il y a donc certains composants aussi à l'intérieur des PWR qui peuvent être exposés à des doses
pouvant dépasser 80 déplacements par atome, hein, ce qui est très important, sur une durée de vie supérieure à 40 ans. Et ceci est un problème, évidemment, qui est assez lancinant parce qu'on ne maîtrise pas bien les effets de ces déplacements très importants dans certaines zones. Et ceci, évidemment, entraîne, comme c'est marqué en rouge, a strong decrease in ductility and toughness. Il y a aussi donc les critères de fissure, de fracture intergranulaire, qui est encore un problème qui n'est pas résolu à l'heure actuelle au niveau international. Voilà, donc c'est juste ces quelques éléments que je voulais vous donner. Il y a énormément de publications à ce niveau-là. Que dit l'IRSN? Donc l'IRSN, c'est l'Institut de recherche qui s'occupe de la surveillance des réacteurs en particulier et de la sécurité nucléaire. Le point de vue sur le parc, alors il a été déjà dit un certain nombre de fois par l'IRSN, montre que les formules qui sont employées actuellement par EDF posent un problème pour la prévision de l'effet de l'affluence sur la fragilisation des aciers. Et en rouge, j'ai souligné des phrases importantes, elles peuvent conduire à une légère sous-estimation des fluences élevées et à un nombre de cas hors prévision qui est supérieur à celui qui est attendu. Donc il y a une sorte d'inadéquation entre les formules utilisées par EDF et ce que donnent les investigations dans les labos. L'IRSN a recommandé qu'EDF augmente son niveau de fragilisation parce qu'il est trop sous-estimé à 40 ans, en augmentant de 10 degrés donc les températures de transition de quille fragile pour les girolles de cube qui nous intéressent, et de 3 degrés pour les soudures. Ça, c'est une des conséquences. Et cette augmentation, évidemment, peut avoir un impact sur la durée de vie du réacteur, donc sur la fragilité au-delà de 40 ans, comme on dit. L'IRSN a aussi contesté l'emploi d'un facteur correctif majorant la ténacité de l'acier de la cuve. Ça, c'est un problème de corrélation, si vous voulez, entre les différentes mesures qui ont été faites, l'écart entre les éprouvettes et les modèles, ceux de la cuve et potentiellement, et ceux des éprouvettes. Et donc, normalement, EDF emploie un facteur correctif majorant, mais en fait, il pourrait apparemment conduire à minorer la ténacité plutôt que de la majorer. Donc ça, ce sont des débats, évidemment, spécialistes, mais néanmoins qui concernent beaucoup la prévision de la sûreté. L'IRSN conclut que certaines cuves ne respecteraient pas complètement les exigences de la démonstration de sûreté, c'est-à-dire en particulier en termes de marge insuffisante. Voilà, donc ça...